Alors aujourd'hui, je suis en présence de Cédric Michel qui m'a fait le plaisir d'être interviewé dans son studio d'enregistrement d'ailleurs. Cédric Michel, je pense que tu te présenteras beaucoup mieux que ce que je ne vais le faire, donc je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle donc Cédric Michel. Je suis conteur de méditation. Je pratique la méditation depuis plus de 15 ans. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Bulle de Sérénité, qui a aujourd'hui plus de 220 000, enfin je suis pas très bon au niveau des chiffres, mais on va dire voilà, plus de 300 000 personnes. On doit être à 325, où je partage des méditations, des relaxations. Je partage aussi des concepts de développement personnel parce que je suis formé à l'hypnose, à la PNL et à la communication non violente. Mhm. Je suis aussi un ancien prof de yoga. Et au début, pour la petite anecdote, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'avais l'intention de créer une chaîne de yoga. Et j'avais pas le matériel adapté pour ça et j'ai commencé par poster des yoga nidra, qui sont des formes de méditation, relaxation, un peu longues, environ entre 45 minutes et 1 heure. Et bah, comme ça a marché, finalement, je suis resté dans ce type de pratique. Plutôt des pratiques introspectives que des pratiques physiques. Voilà. D'accord. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est le côté très holistique de ton approche justement sur cette partie-là, sur cette thématique-là. Alors justement, qu'est-ce qui t'a poussé qu'est-ce qui t'a poussé déjà à méditer, à faire du yoga? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché tout ça ou est-ce qu'un jour tu t'es réveillé puis tu as dit tiens, si je faisais du yoga? Le storytelling est très important. Là, il n'y en a pas du tout. On est vraiment sur du brut parce que Il n'y en a pas. la jeunesse de ça n'est pas du tout glamour. C'était juste pour être cool. Je devais avoir 23, 24 ans. Alors, j'avais déjà acheté des D'accord. livres sur Ouais. le zen quand j'avais 14 ans. Je me rappelle, c'était parmi les premiers livres que j'avais achetés sur. Mhm. Je faisais du karaté. J'étais très attiré par les philosophies orientales. Et, euh, et donc, j'aimais Mhm. bien ce type d'approche. Mais quand j'ai vraiment commencé la méditation, c'était pour me différencier des gens qui étaient autour de moi. Et intuitivement, peut-être, ou peut-être que je l'avais fait dans d'autres vies, mais bon, ça, qui sait. Je me suis senti attiré par ça. J'ai acheté quelques livres sur la méditation. Je me sentais bien dans ma vie, je me sentais bien dans mon travail, mais voilà, c'était juste une activité en plus, donc rien d'exceptionnel. Donc en lisant ces bouquins, je me suis vite rendu compte que bah, lire un livre, ça servait à rien dans la méditation. Et comme un grand maître de yogi que j'ai entendu une fois a dit, une goutte de pratique vaut bien plus que tout un océan de théorie. Donc j'étais un peu extrême, puisque peut-être 2 3 semaines après avoir acheté ces livres, je me suis inscrit à une retraite de méditation, Vipassana, 10 jours, 10 heures de méditation par jour, pour tester, parce que Ah je oui. méditais chez moi, j'avais fait D'accord. ma Oui. petite pièce, j'avais fait mon endroit, mais je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de savoir si c'est fait pour moi ou si c'est bon pour moi et je vais mettre du temps à le faire tout seul comme ça parce que j'avais juste les supports des livres. À l'époque, il n'y avait pas Mhm. YouTube comme il y a maintenant, il n'y avait pas de méditation guidée. J'étais un peu tout seul. Et la seule autre opportunité, c'était vraiment de plonger dans une retraite comme ça, assez intense. C'était un choc. Alors justement, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est que Vipassana? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît, et quand on connaît, on sait qu'effectivement, c'est un petit peu, c'est radical. Ouais. Alors, Vipassana, c'est une tradition, on pourrait dire, de méditation. euh, qui vient du Satipatthana, mais ça c'est du bouddhisme, mais c'est assez éclectique, puisqu'il y a aussi des gens d'autres confessions qui viennent pratiquer ces méditations-là. Mais en fait, ces retraites sont des retraites qui sont organisées partout dans le monde, sur le même format. Donc c'est la méditation Vipassana selon Goenka. Et en fait, on va méditer pendant 10 jours. Donc on arrive jour 0, on finit jour 11. Ça veut dire que c'est vraiment 10 jours intenses de pratique où le calendrier montre à peu près 10 heures de pratique. Bien sûr, on ne fait pas 10 heures de pratique parce qu'on fait des pauses et Mhm. puis on va se balader 5 minutes entre chaque pratique, déjà pour se soulager le corps. Parce que quand tu médites des heures et des heures, le corps, bah là tu ressens les maux du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que la pratique aussi, en elle-même, cette introspection et tout ce process, génère par lui-même des douleurs. Je Hmm. m'explique.
Il y a des D'accord. gens, surtout des Asiatiques, qui sont habitués à s'asseoir toute la journée par terre, à travailler même par terre sur des bureaux bas, et qui ressentent des douleurs aux genoux alors qu'elles n'ont jamais ressenti des douleurs aux genoux. Donc il y a Mhm. plein de choses qui se manifestent, et l'objet de cette retraite, ou en tout cas l'entraînement à cet endroit-là, c'est d'être dans l'équanimité, donc de ne pas considérer ce qui t'arrive comme positif ou comme négatif. En fait, Hmm. d'être dans une neutralité, ce qu'ils appellent une équanimité. D'accord. Et tu fais ça 10 jours pendant 10 heures. Donc voilà, je connaissais rien à la méditation. C'est assez radical, comme on peut le dire, maintenant qu'on sait ce que c'est, hein. Et j'ai plongé dans le bain. Et donc forcément, j'en suis ressorti différent. Et après, j'ai continué à méditer comme ça. Et comme je l'ai expliqué à plusieurs moments, avant, pour moi, la Mhm. méditation, c'était ça. Ça avait de la valeur, ça avait de l'importance que si je pratiquais intensément. Je faisais régulièrement des retraites comme ça, je méditais 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et j'étais un peu radical, comme d'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai publié un TEDx, j'ai fait un TEDx en avril, ils l'ont publié juste maintenant, où je partage ma vision de la méditation actuelle, une méditation un peu plus moderne, et je retrouve dans les commentaires des gens qui ont des idées bien arrêtées sur ce qu'est la méditation, bien arrêtées sur ce qu'est Mhm. la spiritualité, exactement comme moi quand je pratiquais intensément. Et Alors, c'est intéressant ce que tu dis là, je te coupe, quand tu dis des gens qui ont justement une idée très arrêtée. Alors, qu'est-ce que c'est que tu appelles une idée très arrêtée, justement, sur la méditation, pour qu'on comprenne bien, justement, la différence entre ce qu'on est après et ce qu'on était avant? alors, des idées bien arrêtées sur ce qu'est telle ou telle chose, surtout dans la méditation, c'est assez dangereux. Parce que déjà, après, je me suis bien sûr intéressé à différentes traditions. Dans la méditation, il n'y a pas que le bouddhisme, hein, il y a le soufisme, il Mhm. y a aussi le catholicisme, il y a le judaïsme, plutôt dans la kabbale où il y a des formes de pratiques de méditation. Mhm. Et en fait, ce qui revient, c'est que chaque tradition a une définition différente de ce qu'est la méditation. Pour certaines traditions, la méditation, ça se compare à un entraînement. Pour d'autres, donc un entraînement de l'esprit. Pour d'autres, la méditation, c'est le chemin spirituel et il n'y a pas autre chose. Mhm. Bref, il y a plein de définitions comme ça. Donc il est un peu dangereux de vouloir caser la méditation dans certaines cases. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est plus une liberté, donc, au niveau de la méditation, c'est ça? C'est plus quelque chose d'assez ouvert plutôt que fermé, en fait. En fait, c'est comme beaucoup de choses. En fait, Mhm. on va rejoindre Socrate, hein. Plus je sais, moins je sais, hein. Plus je Oui. pratique, moins j'ai d'idées préconçues sur la méditation, parce que ça m'ouvre à de plus en plus de choses. D'accord. Et comme ce que je te disais au début, j'avais une idée bien arrêtée de ce qu'était la méditation, et je prêchais aussi autour de moi ce qu'était la méditation, avec des idées bien arrêtées. Et puis plus j'ai médité, plus j'ai rencontré, je suis allé très souvent en Inde, et j'ai eu la chance d'aller chez des locaux, donc j'ai rencontré des sages, des gens qui étaient moines depuis 40 ans, une fois un ermite, donc là il n'avait pas dit le temps, parce qu'il n'avait plus la notion du temps. Mais Mhm. en discutant avec ces gens, je me suis aperçu que c'était mon ego en fait qui me faisait définir ce qu'était la méditation. Et ce qui me D'accord. faisait prêcher, ce qu'était ci ou ça. Alors que en réalité, plus j'ai pratiqué, plus je me suis aperçu que déjà à chaque fois c'était différent, chaque pratique est différente. Et Mhm. surtout, mes ouvertures ou les couches sur lesquelles je travaille, indirectement dans la méditation, hein, Mhm. mais m'ouvrent à d'autres choses. D'accord. À chaque fois, c'est une porte que tu ouvres et qui te fait avancer dans ton cheminement, en Exactement. fait. D'accord. C'est Alors, un on peu mettra comme le en lien vers thérapie, ton... tu vois. Oui, un peu comme en thérapie, ouais. Dans D'accord. thérapie, on travaille sur des couches. On travaille sur une Ouais. couche, on l'enlève. Après, en fonction de la couche du bas, ça peut être soit confortable, soit confortable, soit inconfortable. Mhm. Mais c'est ça, on travaille par couche et on voit après vers quoi on se dirige. D'accord. Alors, on mettra le lien vers ton TEDx qui est très intéressant d'ailleurs, que tu as publié récemment, pour les gens qui voudront aller voir justement la totalité de ce que tu expliques dessus. Sur la chaîne TEDx, c'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce que là, justement,
tu as fait ce parcours assez radical du côté, bon, je veux commencer par être cool, donc je vais faire un peu de yoga, ben, je m'en vais directement voyager et interroger des sages, des ermites. Qu'est-ce que la méditation, alors tu m'as nous as un petit peu expliqué ce que c'était, ce que ça t'a permis de faire, de découvrir, de grandir par toi-même, mais qu'est-ce que ça t'a permis d'obtenir vraiment le résultat concret en dehors du fait de travailler sur toi? Qu'est-ce que ça a changé en toi? Ah ouais, concrètement, j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus patient. En fait, je voyais le monde complètement différemment. Ah, une Parce vision différente, que... d'accord. Ah ouais, une vision différente, parce que déjà, ce calme me donnait un rythme différent, mes pensées étaient beaucoup plus apaisées, Mhm. un peu comme dans un rêve où quand tu te fais mal au dos et que tu prends des médicaments, je le conseille pas, mais où tu te sens pendant quelques instants sur un espèce de nuage, bah en Mhm. fait la méditation c'est ce que ça m'a permis de ressentir, mais de manière saine, de manière durable, concrète. D'accord, Et donc c'est vraiment ouais, vraiment... d'avoir cette impression-là, la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. D'accord, donc Donc vraiment c'était vraiment le mot c'est apaisement, c'est calme, c'est paix en fait, ah ouais, ouais, c'est c'est les mots. apaisement, même au niveau du rythme des pensées. Et Mhm. c'est ça que beaucoup de personnes recherchent. Mhm. C'est que ça calme le bruit ou la station de radio qui est Mhm. mentale. Et ben le fait de méditer comme ça, et puis surtout régulièrement, alors après on pourra en parler, mais Oui. aujourd'hui, moi je pense qu'il n'y a plus besoin de méditer pendant des heures et des heures pour atteindre des états importants. Mhm. Euh, mais ça m'a apaisé sur moi-même, sur mon regard au monde. Et puis ça m'a ouvert des opportunités entre guillemets parce que j'ai entre guillemets élargi mon champ de conscience et je me suis permis autorisé d'aller dans d'autres choses et pas seulement celles qui m'étaient imposées Mhm. par mon travail, par ma famille, par mon entourage. Il y a une forme D'accord. Alors d'émancipation aussi. justement, une émancipation, c'est-à-dire... Bah, c'est-à-dire que en fait plus tu médites, plus tu te rends compte que ce qui t'est proposé dans le monde, dans l'éducation, dans la télé, c'est une forme Mhm. d'hypnose collective qui est pas forcément là pour le bien-être de l'individu, mais pour la bonne marche de la société. Hmm. Ah, ça j'aime bien ça comme Et analyse, ça, ouais. que, en fait, quand tu médites, tu reprends une forme de contrôle sur ce qui rentre ou sur ce qui ne rentre pas dans ton esprit. Ça aussi, c'est une des clés. Mhm. Et donc après, tu peux choisir et moins te laisser influencer par ce qui t'est vendu ou proposé. Ou en Mhm. tout cas, tu as un esprit critique qui est réel. Et qui Mhm. est... Ça, Voilà, donc c'est ça qui est vraiment, en tout cas pour moi, qui a fait une différence. ça fait une grosse différence. Donc c'est quand même pas mal parce que tu es passé de quelqu'un qui voulait être cool avec du yoga à vraiment une énorme prise de recul, un apaisement, une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Euh, Qu'est-ce que ça t'a... si on va vraiment dans le côté pragmatique, parce que moi j'aime bien aussi aller au bout des choses dans ces trucs-là, d'un point de vue pragmatique, qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté? Tu me parlais d'opportunités, de prendre du recul, mais pour toi dans ta vie, qu'est-ce que ça a changé par exemple au quotidien? Est-ce que tu as un exemple ou une anecdote par exemple qui te viendrait par rapport à quelque chose que tu aurais fait avant, que tu ne fais plus maintenant, ou que tu fais maintenant et que tu n'aurais pas imaginé faire? Alors, un petit détail, moi pendant des années, j'étais développeur foncier, j'étais Mhm. commercial. Et à la suite de ma première retraite de méditation, en fait, je pouvais plus exagérer. C'était même pas, je ne pouvais plus mentir, je ne pouvais plus exagérer. En fait, j'avais plus le logiciel. Je voulais vraiment que ma parole, en fait, soit juste. Et j'étais même un peu extrême par rapport à ça. Donc ça, c'était vraiment concret. Mais sinon, dans des choses plus simples, c'était vraiment un calme, un apaisement et un rythme de vie différent. Hmm. Genre rien que ça peut... Ça... En fait, je me laissais plus emporter par ce tourbillon, mais je choisissais mon rythme de vie. Tu choisissais ton rythme de vie, d'accord. Déjà je pense que... Ouais, je reprenais du contrôle en fait, donc c'est ça le paradoxe aussi de la Mhm. méditation. En fait, l'objectif de la pratique, c'est de lâcher prise. Et en lâchant prise, tu te rends compte que tu récupères du contrôle sur plein de choses. Mhm.
Ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, de mon côté, la thématique, c'est la thématique des hauts potentiels. Et il y a un gros écho qui est fait entre tout ça, entre ce besoin justement d'apaiser son esprit, de se calmer, de prendre du recul, avec un cerveau qui est un petit peu en train de pédaler comme un hamster dans une cage. Alors, déjà, merci pour cette réponse qui déjà donne beaucoup plus d'ampleur à la méditation que juste je vais faire une petite méditation et puis je vais me mettre à me lever à 1 mètre du sol comme dans un film de Il y en science-fiction. a beaucoup qui te vendent Qu'est-ce ça, que hein. tu dirais? Oui, voilà, oui, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit peu plus comment dire, d'ouverture par rapport à ça et que c'est pas juste ça, la méditation, ou juste le fait de se calmer l'esprit comme ça après une crise de nerfs. Donc, ça peut ouvrir et changer une vie, ça peut modifier beaucoup de choses aussi dans le C'est ça, concret ma d'une vie aussi. définition préférée, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est vraiment, Non, pour vas-y. moi, et en tout cas là c'est ma définition du moment, c'est vraiment un entraînement de l'esprit. Beaucoup de gens vont à la salle de sport parce que physiquement ils ont conscience qu'il faut faire quelque chose, puis il faut bien manger, mais peu de personnes font l'effort de faire ce travail intérieur, ce travail mental qui demande aussi du courage, qui demande aussi de la patience. Et Mhm. de plus en plus on voit de gens qui se lancent dans la pratique de la méditation justement entre guillemets pour cette hygiène mentale, pour arriver un peu à vivre tout ce dont je t'ai parlé là. Et donc ma définition aujourd'hui du moment, parce que ça peut changer en fonction de mes pratiques, c'est un entraînement de Mhm. l'esprit. Un entraînement d'esprit, d'accord, de faire rentrer aussi une bonne nourriture C'est mentale dans ça. son esprit aussi, j'ai l'impression. En fait, quand tu pratiques, tu vas te reconnecter au moment présent. Après, il y a plein de choses que ça va induire. Par exemple, ton cerveau n'est pas calibré, n'est pas fait neurologiquement pour se caler sur le moment présent. Donc toi, tu vas Mhm. l'entraîner et lui, il va vouloir partir. Toi, tu vas vouloir le ramener, par exemple sur ta respiration, qu'on utilise souvent. Puis tu le fais quelques secondes, il repart, toi tu le ramènes. Et si tu pratiques avec sagesse, c'est-à-dire que si tu ramènes ton esprit avec bienveillance dans le moment présent, si tu acceptes que la nature de ton esprit soit de partir à droite et à gauche, et que tu le ramènes encore une fois avec bienveillance, et que tu acceptes que ça prenne du temps, et que tu acceptes que les choses ne se maîtrisent pas en un instant, contrairement à ce que beaucoup de gens voudraient, beaucoup de gens se lancent dans la méditation et voudraient instantanément maîtriser leurs pensées, couper leurs pensées. Ça, là, ils se tirent une balle dans le pied. Oui, c'est la personne qui ne s'est jamais entraînée et puis commence à faire un premier footing pour faire le lendemain un marathon de 45 km. C'est un petit peu la même chose. Même si je t'ai dit il y a juste quelques minutes que je connaissais pas la méditation et je me suis lancé dans une retraite un peu extrême, mais c'est pas forcément le chemin le plus confortable. Oui, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient pu sortir des Vipassana en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou, plus jamais je le refais. C'est déjà arrivé ça. Ouais, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais en tout cas, vu ce que j'ai vécu, c'est un voyage, hein, c'est les montagnes russes. Hein, Oui, voilà, et exactement. il se passe beaucoup de choses en 10 jours. Hein, donc, Alors Cédric, explique-nous quelles seraient les erreurs à ne surtout pas commettre avant de commencer la méditation. Alors, l'erreur la plus fréquente, et j'en ai parlé une fois dans une vidéo, c'est de vouloir stopper ses pensées. Beaucoup de gens se lancent dans la méditation parce qu'il y a des images qui sont véhiculées par la télé, par le cinéma, où tu vas te poser comme ça et tu vas couper tes pensées, vide ta tête, vide tes pensées. Donc ça, c'est des méditations guidées qui sont mal guidées, parce que c'est pas possible. Et puis vous pouvez vous en rendre compte pendant quelques instants. Même si vous essayez de méditer 30 secondes ou même 1 minute, juste sur votre respiration, vous concentrez sur chaque inspiration et chaque expiration, et pensez à rien d'autre, et ben vous allez voir que c'est même pas possible pendant 1 minute. Qu'au bout de 30 secondes, vous allez penser peut-être à la liste de courses, peut-être au dossier qui est important pour vous au travail en ce moment. Vouloir stopper ses pensées comme ça de but en blanc, c'est la plus grosse erreur que les gens font en méditation. C'est pas possible. Le seul moment où vous aurez vos pensées qui seront complètement coupées, c'est quand vous serez mort. C'est ce que les Indiens s'amusent à dire, parce qu'il y a tout le temps cette question dans les questions-réponses, quand il y a des retraites ou quand il y a des maîtres en fait qui répondent à des questions. À chaque fois, cette question elle revient, et c'est souvent ce qu'ils disent. Les seuls moments où vous aurez vos pensées de couper, où vous en aurez plus, c'est quand vous serez mort. D'accord. Donc voilà, la première erreur, c'est d'accepter
la nature de notre esprit, de voir les choses telles qu'elles sont, même si elles ne nous plaisent pas, et de se dire que les pensées ne se couperont pas. Hmm. Et que le travail n'est pas à cet endroit-là. Parce que si tu te lances dans la méditation, mais que tu te lances avec un mauvais objectif comme celui de couper tes pensées, bah tu vas te rendre compte que c'est pas possible et tu vas arrêter rapidement. Oui, on va marcher un petit peu à contre-courant en fait, c'est ça. C'est ça. C'est comme si tu voulais aller voir le lever du soleil, mais que tu courais dans la direction opposée. Tu auras beau faire tous les efforts que tu veux, t'es pas dans la bonne direction. D'accord. Donc première chose, déjà première erreur, ne pas chercher à arrêter ses pensées. Voilà, ne pas chercher à arrêter vos pensées. Vous pouvez prendre l'intention, l'objectif de les calmer, de les apaiser, de les faire justement d'avoir la paix dans votre esprit, parce que beaucoup de gens, comme tu le disais, ont l'impression qu'il y a un petit hamster qui tourne dans sa roue tout le temps, ou que le CD mental ou la radio n'est pas celle qu'ils voudraient. Et bien juste de pratiquer, pas forcément des heures et des heures, mais 10, 15, 20 minutes par jour, déjà votre mental va s'apaiser de manière concrète là, et vous pourrez le voir si vous pratiquez pendant même 2 semaines, vous allez déjà ressentir des effets. Pour certaines personnes, ça va être plus rapide, pour d'autres, ça va demander un petit peu plus de temps, mais si vous vous autorisez seulement quelques minutes de pratique par jour, vous allez voir concrètement que vous allez être plus calme, et que là-dedans, ce sera moins le bordel. Ça, c'est vraiment bordel. Est-ce que tu as une autre erreur peut-être que tu voudrais partager, ou tu penses que celle-ci est déjà assez intéressante ? Déjà, c'est un gros morceau. Hein. C'est un gros morceau déjà. Moi, je connais des pratiquants de méditation, et même des gens qui ont fait... Alors, quelqu'un que j'ai rencontré dans une formation de communication non violente, qui avait fait 18 Vipassana. 18, ah oui. Et qui était toujours dans l'idée qu'il pourrait couper ses pensées. Oui, donc forcément, il foirait chacune de ses retraites, quoi. Donc ce qui est un peu dommage. Oui, donc c'est un problème récurrent, même il pour en, les il en initiés, tirait, il en tirait des bénéfices, mais tu peux pas aller très loin si tu vas dans la mauvaise direction. Ok, donc j'imagine. Très bon conseil par rapport à ça. Donc maintenant, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui démarre justement dans cette pratique de la méditation et qui envisage de se lancer, de suivre comme ça, comme tu le disais, un entraînement mental? Qu'est-ce que tu lui dirais déjà pour qu'il sache à quoi s'en tenir et savoir si ça lui convient ou pas? Déjà d'essayer de pratiquer, parce que la seule clé dans la méditation, déjà la clé de la méditation, c'est qu'il n'y a pas de porte, et que la seule chose qui va compter, c'est de pratiquer. Donc c'est quand vous commencez à méditer, essayez de pas forcément trop lire de théories, de pas forcément trop lire de choses, mais pratiquer. Allez sur YouTube ou téléchargez une application. L'avantage de YouTube, c'est que c'est gratuit. Et il y a de très bonnes méditations sur YouTube. Vous essayez, vous choisissez le temps que vous voulez. Il y a des méditations de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, même plus longues. Et vous vous dites, tiens, je vais essayer ça pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours, vous pourrez décider. Mais pas juste au bout d'une méditation où ça a été très difficile de méditer et où vous vous êtes dit, c'est pas fait pour moi. Une autre clé également importante, dans la méditation, les chemins de progression se font jamais pendant les pratiques calmes, toutes douces. Moi, j'enseigne des méditations agréables et efficaces pour que les gens reviennent pratiquer régulièrement ces méditations, mais même en ayant cette intention de vous mettre dans un cocon dans votre pratique, il y a des moments où ça va être le bazar, ça va être très dur de vous concentrer, ça va être très inconfortable, il y a des choses qui vont remonter. Et bien justement, si vous continuez à pratiquer, c'est là où vous avez les chemins de progression les plus importants. D'accord, donc c'est vraiment... quand c'est difficile qu'il y a vraiment des pivots, des leviers qui se créent pendant vos pratiques de méditation. D'accord, donc ton conseil, c'est vraiment de pratiquer, tout au moins d'essayer pendant 7 jours de faire ça, et de tirer une conclusion au bout de 7 jours, savoir si... Alors c'est assez intéressant ce que tu dis là, parce que c'est justement 7 jours, est-ce qu'on peut en 7 jours arriver justement à avoir quelque chose, une sensation, un avis justement positif? Qu'est-ce que tu conseillerais pendant ces 7 jours? Est-ce que tu conseillerais de commencer comme toi par des méditations, pas un Vipassana peut-être, mais des très longues, de faire des méditations très très courtes, de faire des trucs... Qu'est-ce que tu dirais en fait?
Bah, je vous conseillerais de faire des méditations donc tous les jours. Vous choisissez donc un moment et vous fixez une heure précise et vous en dérogez pas. Mhm, C'est important de se créer des rituels et vous méditez pendant 15-20 minutes chaque jour à la même heure. mhm, Alors peut-être qu'au début, alors je dis il faut vraiment prendre la même heure, peut-être que ça va demander 2-3 jours d'ajustement parce que mhm. peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez du mal à méditer le matin, que c'est plus facile pour vous le soir ou plus facile pour vous à un autre moment. Mais à partir du moment où vous êtes bien calé, chaque jour vous méditez donc ouais c'est ça pendant 15-20 minutes Mhm. en prenant juste l'intention de méditer pour méditer, pas de réussir ou une méditation, parce qu'on ne peut pas réussir ou rater une Mhm. méditation à partir du moment où vous ne l'abandonnez pas. Et comme ça, de vous y tenir pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours, vous pourrez juger si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Comment vous Mhm. pourrez juger? Bah, comment vous vous sentez dans votre vie de tous les jours? Quand vous allez au boulot, quand vous discutez avec des amis, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes plus apaisé? Est-ce que vous êtes plus calme? Est-ce que vous êtes plus dans la pleine conscience ou plus dans l'action que la réaction ou ce genre de choses? Mhm. Ça, quand on le vit, bah, c'est un peu comme le nez au milieu de la figure, hein. Ça fait pas de Tu doute. le vois de suite. Ouais. Ah, Ouais, tu le ressens vraiment à l'intérieur. Il y a même je connais des gens qui ont commencé bah, ça en posant cette intention de méditer 7 ou 15 jours, mhm. et leur entourage leur a demandé bah, qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, à ce point-là, oui. Qu'est-ce que tu as fait? Hmm. Mhm. Alors encore une fois, on n'est pas égaux hein, par rapport à la méditation, hein. Il y a des gens pour qui ça va se faire très vite, même en Mhm. 1-2 pratiques. Il y a des gens, ça va demander 3 semaines, 3 mois. Donc on n'est pas égaux du tout par rapport à ça. Ah, c'est bien Mais la seule de chose le à signifier. retenir, c'est ne pas lâcher, quoi. Ne pas lâcher. Hein. Alors c'est très intéressant que tu le dises. Et je voudrais essayer d'aller un petit peu plus loin parce que moi, je sais que j'ai des cas de personnes qui sont comme ça, qui, lorsqu'elles s'assoient, il reste 15-20 minutes, comme tu leur as expliqué. Pour elles, c'est l'Himalaya, 15 ou 20 minutes assis à essayer de méditer. Est-ce que tu penses que ces personnes-là qui sont, on va dire, un petit peu hyperactives ou qui ont quelques troubles de l'attention, est-ce que pour elles, c'est bien de faire ça, de se bloquer 15 minutes, 20 minutes et de se forcer? Ou est-ce que tu conseillerais autre chose pour ce type de personnes-là qui ont vraiment un problème pour se poser, s'asseoir et rester comme ça en introspection? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, Faut se par exemple forcer en fait. Ouais, ouais, Ouais. je l'ai souvent, même dans mes programmes privés, je fais des coachings communs tous les mois, donc Mhm. j'ai souvent ce type de questions. En fait, il faut se forcer. Mhm. À partir du moment où tu as un objectif, ou que tu as des envies d'amélioration, comme là, en l'occurrence, le calme ou la patience, Mhm. ça va pas venir comme ça. Surtout si t'es pas calme ou t'es pas patient. Et forcément, tu vas passer par des pratiques qui vont aller complètement à contre-courant de ton habitude et qui vont pas être agréables. Mhm. Surtout au début. Parce que tu vas justement avoir des problèmes pour maintenir ta position pendant 15 minutes ou 20 minutes, ou tu vas penser à ci ou ça. Mais il faut vraiment être discipliné avec soi-même, de l'autodiscipline, et se forcer à faire les choses. Trop souvent dans notre... alors je sais pas si c'est une question de période ou de temps, mais en fait on a l'impression que les gens veulent tout avoir tout cuit dans leur bec. Je sais pas si c'est depuis Google, mais j'ai l'impression que les gens veulent plus faire d'efforts pour atteindre ou pour avoir les choses. On est un petit peu dans. Moi, je pense qu'on est plutôt dans une dissolution des responsabilités plutôt que de la perte de l'effort. Hein. Mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Et c'est vrai que moi qui ai une carrière d'athlète de haut niveau, je sais qu'à un moment, il faut quand même se forcer un petit peu pour arriver à faire les choses. Donc j'aime bien cette approche que tu as en disant non, mais de toute façon, il faut quand même se forcer un petit peu. Parce que... Franchement, il faut se forcer, Ouais. il faut le faire, hein. Même quand on n'a pas envie, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit dans la vie ou quelqu'un qui réussit pas? Ça, c'est Mhm. général et c'est dans toutes les traditions. C'est que la personne qui réussit, bah, elle fait les choses même quand elle n'a pas envie de les faire. Elle C'est fait les un- choses quand elle aurait d'autres choses à faire, mais elle le fait, elle se force. Et en fait, ce petit sacrifice, eh ben, il y a beaucoup En fait, la définition que je préfère de l'autodiscipline, c'est Mhm. choisir entre ce que tu veux maintenant ou ce que tu veux vraiment. Oui. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mhm. Et donc, te forcer, en plus, là, on parle de 15-20 minutes, tu vois, on parle pas d'une ascèse, d'un truc très très compliqué. Mhm. Et pour revenir sur la posture, justement, maintenant, dans la méditation moderne, eh ben, on invite les gens à méditer parce que, alors, juste une digression, mais si jamais tu fais une retraite de Zen Soto Mhm. au Japon,
déjà tu dois t'asseoir en lotus, tu peux pas amener ton petit banc en France, enfin la position, enfin c'est extrême. Ouais. Alors que à contrario, tu vois au village des pruniers, ils ont installé des chaises, les gens peuvent se mettre sur des chaises pour méditer. Aujourd'hui, c'est plus difficile de méditer allongé, mais on peut méditer allongé. Moi, ça me fait rire parce que souvent, quand j'invite les gens à méditer allongé, il y a des bouddhistes extrémistes, oui, ça arrive, ou des gens pleins de présupposés qui s'insurgent de la position allongée. Ah d'accord. Ouais. C'est juste des gens qui font juste de la promotion de leur non-savoir parce que un des cousins de Bouddha qui s'appelait Ananda a vécu son illumination allongée, donc même dans la tradition, on peut méditer allongé. Mais pour revenir sur les efforts qu'il faut faire ou s'imposer, moi j'ai un programme sur le sommeil et une des clés pour mieux dormir quand on n'est pas apaisé dans son sommeil, c'est de se forcer à se coucher à la même heure et à se lever à la même heure. Et pour beaucoup de personnes, c'est très difficile. Mais après, il faut faire le choix en ce que tu veux maintenant, est-ce que tu veux regarder ta série Netflix ou ce que tu veux vraiment avoir un sommeil apaisé, avoir une super énergie la journée. Oui. Donc il faut se forcer. Et oui, dans toute pratique, de toute façon, il y a une certaine comment dire, pas une certaine rigidité, mais une certaine pratique obligatoire dans toute discipline, même les plus bienveillantes. Et c'est vrai qu'après, derrière, comme tu le disais si bien, c'est la résilience qu'il y a derrière tout ça qui est importante aussi, de savoir ce qu'on veut vraiment. En fait, les choses vont pas arriver toutes cuites, il faut passer par un certain nombre d'efforts. Et justement, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir des méditations qui sont vraiment sympas à pratiquer, qui sont pas austères. Donc, il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse. Mais Cédric, je te remercie pour cette première partie de cette interview, puisqu'on va se retrouver pour une seconde partie. Est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes qui vont nous écouter où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver tes méditations? Parce que tout à l'heure, tu citais des méditations sur YouTube, mais tu as d'excellentes méditations sur YouTube. Donc, comment est-ce qu'on fait pour découvrir ton travail et ce que tu fais? Alors, vous allez sur YouTube, vous tapez simplement Cédric Michel ou Bulle de Sérénité, qui est le nom de ma chaîne, et vous allez trouver ma chaîne. Il y a peut-être 70 méditations en accès libre, donc profitez-en, elles sont à votre disposition. Pratiquez, et surtout rappelez-vous, une goutte de pratique vaut bien plus que tout un océan de théorie, ça c'est important. Ouais. Alors je rassure aussi, sur la chaîne de Cédric, il y a aussi des méditations courtes. Il n'y aura pas que des méditations de 1 heure, 1 heure et demie pour ceux qui se diront oh là non. Beaucoup de méditations courtes justement, et là je vais m'imposer, je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas à partir de cet été, je vais essayer de faire des méditations de 10 minutes. Et il y en a déjà des méditations de 10 minutes, mais je vais essayer de garder ce format, comme ça il y aura des méditations de 10 minutes sur YouTube, et pour ceux qui veulent méditer plus longtemps, il y aura soit les vieilles méditations que j'ai mises sur ma chaîne, ou soit les méditations que j'ai dans mes programmes qui font entre 15 et 20 minutes. Alors voilà, comme ça tout le monde aura le choix de... Voilà, comme ça vous avez le choix, mais le principal c'est de pratiquer. Et il y a même aussi des méditations flash. Alors il y a plein de noms sur les méditations flash, ça existe depuis la nuit des temps. C'est des méditations qui font entre 1 et 3 minutes. Et si vous êtes réfractaire à la méditation, ou si ça vous fait peur, déjà juste commencez par ces méditations flash. Super. Écoute Cédric, les liens sont dans la description pour aller retrouver tout ça. Je recommande fortement, parce que je suis adepte de tes méditations, donc allez découvrir ce que fait Cédric Michel sur son travail de méditation. C'est en plus quelque chose de très agréable, comme vous avez pu l'entendre au niveau de sa voix aussi, qui est très agréable. Donc quand on écoute une méditation, ça fait aussi... Non mais c'est vrai, la voix est importante, parce que si on a une voix de crécelle qui est stridente, c'est vrai que la méditation, j'en ai vu certaines qui étaient malheureusement très bonnes sur le fond, mais sur la forme, c'était un petit peu stressant. Donc voilà. Merci beaucoup Cédric, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.